Salam la team, avant de vous laisser profiter de cette vidéo d'analyse d'avant-match des demi-finales de la Ligue des Champions, je vous laisse un petit disclaimer. Il faut savoir que cette vidéo elle a été tournée il y a une semaine, c'est-à-dire le lundi de Pâques. Et entre-temps, beaucoup de choses ont changé. L'Inter Milan a perdu 3 matchs d'affilée. Ce n'était plus arrivé depuis 2017. Aucun but marqué sur ces 3 matchs-là. La dernière fois que c'est arrivé à l'Inter Milan, c'était en 2012. Pavard qui s'est blessé. Tu as certes Dumfries qui est de retour, mais tu es sûr que Marcus Thuram ne jouera pas. Et de l'autre côté, tu as aussi le Barça qui a été émoussé contre Mallorca, qui a été obligé de tourner un peu. Et ce même Barça a joué plus de 120 minutes contre le Real en finale de Coupe du Roi. Et ça aussi, ça change un tout petit peu l'analyse peut-être de ce match-là. Et tu as aussi Arsenal. Arsenal, ils ont joué contre Ipswich, ils ont gagné 4-0. Ils ont un tout petit peu tourné, mais contre Crystal Palace, ils n'ont pas beaucoup tourné et ils ont fait 2-2. De l'autre côté aussi, tu as le Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, on parle d'invincibilité. Alors que ce n'est plus possible pour le Paris Saint-Germain. Ils ont perdu contre Nice 3-1. Même si le Paris Saint-Germain qui perd contre Nice, ça ne devrait pas surprendre. Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, Luis Enrique n'a perdu que 3 matchs en Ligue 1. Les 2 ont été contre Nice et l'autre contre Toulouse, je pense, juste avant la défaite contre Dortmund en Ligue des Champions l'année dernière. Du coup, petit disclaimer là, c'est pour vous mettre dans le contexte de la vidéo. J'aimerais avoir vos avis juste après. Ciao, ciao. Aujourd'hui, on va encore une fois parler football. C'est un plaisir pour moi d'accueillir mon ami, mon acolyte, mon partenaire de crime, Robert Medoun comme moi, et on va parler football. Les supporters du Paris Saint-Germain depuis les premières heures. Et cette saison, peut-être qu'il va aller pour sa première étoile. Peut-être. Si tout se passe bien. Espérons. Comment tu vas, mon gars? Ça va, tranquille, ça va, tranquille. Tranquille. Alors, il a plein de pression. Confiant. On attend le match contre Arsenal. Confiant. Donc, vous le voyez là, tout souriant. C'était pas la même chose vers novembre, décembre. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Le football du Paris Saint-Germain a changé. Et finalement, on se retrouve avec un fait très bizarre, hein, parce que tu te rappelles, on avait beaucoup parlé du nouveau format de la Ligue des Champions. Ouais. On avait même, je me rappelle, utilisé ChatGPT pour voir combien de points tu devrais avoir pour être assuré d'être dans le top 8. Tu te rappelles de ça? Et maintenant, là, on se retrouve dans un cas de choses exceptionnel. Hein. On a 4 équipes qui sont dans le dernier carré, qui étaient en saison régulière dans le top 4. Tu as Arsenal, tu as le Barça, tu as aussi Inter qui était dans le top 4. Donc, pour moi, c'est une certaine corrélation qui a du sens. Hein. Ouais, en fait, c'est vrai que on avait fait un travail là. On était en train de regarder. Bon, moi, je le faisais parce que en tant que Parisien, j'avais peur. Parce qu'on avait le pire tirage de la Ligue des Champions, on est d'accord. On avait tiré Bayern, Manchester City. Non, je parle de top 4, quoi. Arsenal et Atlético Madrid. Donc, du coup, après 3 journées, quand on n'avait pas beaucoup de points, j'étais en train de calculer. En fait, j'avais fait un travail où je calculais il faut combien de points au minimum pour être dans le top 24, combien de points il faut au minimum pour être dans le top 8. Et donc, je suis en train de calculer quelle est la marge d'équipes qui peuvent être là ou en bas et qu'est-ce que le Paris Saint-Germain peut faire pour arriver en haut. Après, je m'étais rendu compte qu'il fallait au moins 15 ou 16 points. Et c'était un peu serré pour nous. Après, donc, j'ai commencé à penser au barrage, quoi. Mais c'est vrai que ce dont tu parles, le top 4 de la saison régulière se retrouve en top 4 dans les phases de demi, à une exception près, qui est Liverpool, qui s'est fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Donc, on va peut-être dire que c'est le outsider qui vient, peut-être qui va tout fausser. Je sais pas moi, c'est peut-être l'Argentine qui a perdu contre l'Arabie Saoudite qui gagne la Coupe du Monde. Je sais pas, c'est peut-être l'Espagne qui a perdu contre la Suisse qui vient de la Coupe du Monde. Et il y avait une certaine anomalie, parce que le Paris Saint-Germain qui ne termine pas dans le top 8, ça c'était une anomalie pour moi. C'est comme Manchester City à peu près, même si City c'est différent, c'est une grosse méforme cette saison. Après moi, mais Paris, c'était pas sa place. Oui, mais moi ça m'avait pas trop choqué parce que le tirage était trop difficile. C'est vrai. Le tirage de Paris était trop difficile parce que dis-toi qu'au-delà des 4 grosses équipes qu'on a tirées là, on a tiré Stuttgart et Eindhoven. Hein. Et Eindhoven. On a fait un match nul. Ouais, on a fait un match nul, c'était au parc et Eindhoven, c'est eux qui ont battu Liverpool en dernière journée du championnat. Eindhoven, ils sont très bons cette année. Et après, Stuttgart était pas mal. Après, nous, on avait juste 2 tirages qui étaient moyens. C'était Salzbourg et Girone. Donc, ouais, moi, ça m'avait pas trop choqué qu'on soit dans la phase de barrage. Mais encore aussi, moi, j'avais un truc. Je pense qu'on avait discuté d'une fois de ça. C'est que moi, je disais que le Paris Saint-Germain n'a pas changé. Moi, ça a toujours été mon point de vue. Okay. Pour moi, on joue pareil depuis le début de la saison. Ok. C'est juste qu'il y a un facteur qui a changé, c'est la réussite. D'accord. Moi, j'ai toujours dit que on n'a pas changé de style de jeu. Parce que, par exemple, c'est pourquoi je dis ça. En Ligue 1, on n'a perdu aucun match. Et jusqu'à présent, on perd aucun match. On gagne de la même façon. Rien n'a changé. En championnat, en Ligue des Champions, pour moi, rien n'a changé. Pendant la phase de poule, on était l'équipe qui générait le plus d'occasions. On est l'équipe qui en concevait le moins. Qu'on concédait le moins. Aujourd'hui, rien n'a changé encore. On est l'équipe qui en génère le plus. Et on est celle qui en possède le moins. Donc, qu'est-ce qui a changé? Juste, c'est quoi?
on marque, on ne prend pas de but. Et bizarre. Mais le style de jeu n'a pas changé. Rien n'a changé. Bizarrement, avant janvier, on disait le Paris Saint-Germain ne marque pas beaucoup de buts parce qu'ils n'ont pas un pur neuf en grand buteur. Là, Gonzalo Ramos est revenu, il joue pas. Il y a toujours que Dembélé, avec tout le temps Dembélé, on le voit, à la limite, on dirait un électron libre. Et pourtant, il marque, il met des buts. Donc peut-être c'est son rôle à lui qui a changé. Peut-être. Je me rappelle, en début de saison, les gens ils disaient que ouais, le faux neuf, ça marche pas, il faut un vrai neuf, un neuf. Moi-même, personnellement, j'étais convaincu de ça. Mais après, le faux neuf qu'on avait, nous, c'était Asensio ou Kang In-lee. Après, c'est vrai qu'il y a eu un changement de la part du coach qui a remplacé ces deux-là par Dembélé en faux neuf. Effectivement, ça a changé énormément de choses. Après, peut-être le deuxième élément, c'est la montée en puissance de Désiré Doué et l'arrivée de Gvara, qui a fait que bon, on pouvait maintenant se passer totalement de Kang In-lee et de Asensio. Et donc Dembélé plus dans la surface, qui fait moins de courses. Parce que ça aussi, ça joue. Dembélé, avant, il partait de loin pour finir l'action. Là, il part de tout près. Donc, il y a la lucidité. Donc, peut-être qu'il met plus de... Bon. C'est peut-être... Je pense que Luis Enrique en a parlé. Peut-être même Dembélé aussi. Je sais pas, quelque part en conférence de presse. Vous avez dit que Dembélé faisait beaucoup de courses pour arriver dans le dernier tiers. C'est ça. Donc, quand on réduit cette course-là, ça fait qu'il est beaucoup plus lucide pour la... Mais c'est rare. Il gagne en lucidité et donc, il arrive à finir mieux ses actions. Et peut-être que ça aussi, c'est un autre élément qui change. Mais bon, tout ça, c'est pour dire, ouais, que finalement, Paris Saint-Germain, dans le top 4, qui élimine Liverpool sur une double confrontation de fou, bah finalement, c'est pas un intrus parmi les 4, quoi. Okay. Et je pense qu'avec Liverpool, tu aurais peut-être eu les 5 meilleures équipes d'Europe. Donc, on est d'accord là, actuellement. On a les 4 demi-finalistes qui sont peut-être actuellement les meilleures équipes en Europe. Pour moi, c'est les 4 meilleures équipes d'Europe actuellement. Du coup, Arsenal, tu l'as eu en saison régulière, ils t'ont battu 2-0. C'était un match où tu as, comme tu l'as dit, créé pas mal d'occasions de but. Malheureusement, tu n'as pas pu les convertir. Mais pour toi, est-ce que ce match-là sera beaucoup plus différent du match en saison régulière? Oui, largement. C'est un match qui va être complètement différent pour 2 raisons. La première, que c'est une confrontation c'est une double confrontation. Donc, c'est pas pareil où tu joues un match sec, c'est fini. Là, donc, tu vas jouer le premier match en pensant au deuxième match. La deuxième chose, c'est que, je sais pas si tu t'en rappelles, mais Dembélé n'avait pas joué ce match-là pour des problèmes de discipline. Ensuite, la profondeur de banc du Paris Saint-Germain n'est plus la même. Parce que maintenant, Désiré Doué qui avait joué le match avant, qui était un jeune qui vient d'arriver, là, c'est un jeune beaucoup plus confirmé. Tu as Gvara aussi qui est venu entre temps. Donc ça, c'est les 2 premiers trucs. Ce jour-là, il avait joué au milieu, non? Désiré, on avait fait jouer à droite. Et il y avait Kang In-lee qui était le pro 9. Et ensuite, il y a un autre truc. C'est peut-être la force au niveau de Arsenal qui a diminué un peu. Du fait qu'ils ont moins d'attaquants. Mais je ne sais même pas si c'est quelque chose de négatif pour Arsenal. Parce qu'avec Merino qui joue en faux neuf, Merino, il parvient à être bon de la tête. Après, peut-être le seul problème de Merino, c'est à la finition parce qu'il n'est pas présent à la réance. Ouais, mais par rapport au jeu et l'apport qu'il a au milieu de terrain, ben, il est beaucoup plus pertinent qu'un neuf. Donc finalement, le milieu de Arsenal est un milieu à 4 ou un milieu à 3. C'est ça. Donc, je sais même le surnombre qu'il amène en tant que faux neuf défensivement. Après, l'autre chose, c'est l'absence de Gabriel. C'est peut-être. Kior, il fait pas mal d'erreurs contre le Real, surtout à l'aller, il a fait pas mal d'erreurs. Mais entre-temps aussi, Timber est monté dans un niveau de fou. On pensait qu'avec l'absence de Calafiori, mais non, en fait, Lewis Kelly, surtout dans le demi-espace, là, quand il est au milieu de terrain, il est extrêmement pertinent. Donc, du coup, je te dis, toutes les variables ont changé. Donc, ça peut plus être le même match. Et puis, c'est une demi-finale de Ligue des Champions également. Surtout. Donc, la pression n'est pas la même. C'est pas le même match où tu joues, par exemple, tu joues à 19h. Il y a 7 autres matchs à côté. On fait attention à ton match-là, que le seul match qu'on va regarder. Donc, toutes les variables ont changé. Ça change tout, quoi. Donc, pour moi, ce match n'a aucun rapport avec le match qu'on avait joué. Je vais te donner un exemple pour étayer ça. L'année passée, le Paris Saint-Germain a joué en plus contre Dortmund. On les a battus 2-0. En demi-finale, on les a rencontrés, on leur a pas mis un but. Donc, pour moi, toutes les cartes sont rejouées. Ouais, c'est différent. Et du coup, quand on va parler maintenant tactiquement, on a vu contre Aston Villa en quart de finale, Unai Emery, au match aller, il est venu, il a carrément mis le bus. C'est pas caché. Au retour, il a décidé de sortir. Du coup, pour le Paris Saint-Germain, cette fois-ci, contre Arsenal, est-ce que ces 2 matchs qui vont demander pour toi des approches différentes à l'aller ou au retour? Alors, je me rappelle le match de poule, le match de championnat. On avait eu l'approche de dire, nous, qu'on allait faire le jeu.
Et Arsenal nous a pressé très haut. Très court. Et on avait du mal, du coup, à même sortir correctement dans notre surface. Et Arsenal jouait beaucoup en transition, beaucoup en transition. Arsenal a mis ses 2 buts et elle est venue se reposer dans ses cages. Et nous, on a tourné. On a eu quelques occasions. On a eu quelques mois. C'était on a eu quelques occasions, mais rien de dangereux. Donc, j'espère que, je sais pas, mais tu sais, mon coach, lui, il change pas sa philosophie du jour au lendemain. Je sais pas s'il va accepter de changer son approche, mais pour moi, surtout que là, c'est une double confrontation et le match, il est à Arsenal. Peut-être, c'est mon avis, hein, peut-être qu'on devrait changer l'approche. L'approche serait de laisser à Arsenal le ballon et nous d'avoir un bloc médian. Pourquoi? Parce qu'Arsenal galère comme ça. Arsenal, tous les matchs qu'il a en première ligue, les gens leur font un bloc bas, ils tournent en rond, ils se font prendre en contre. Nous, on sait être très bon en transition, mais on ne sait pas être bon en bloc bas. C'est pour ça que j'ai dit bloc médian. Donc, si on a un bloc médian et on presse haut, mais pas très haut, mais juste de quoi ne pas dire que c'est nous qui allons avoir le contrôle du jeu, et plutôt leur laisser le contrôle du jeu, avoir un bloc médian et jouer en transition, ben, on peut les emmerder parce que c'est ce qu'ils n'aiment pas. Par contre, si on vient dire à l'Emirates qu'on va avoir encore le ballon, on va avoir dicté encore le jeu, je pense qu'on va les trouver dans une situation qu'ils adorent. Non, ça me rappelle un peu le Bournemouth Arsenal. Exact. Quand je pense que c'est Gabriel qui avait pris le carton rouge. C'est ça. C'était pareil, au fait. Tu as Irola, le coach espagnol de Bournemouth, qui avait amené un petit bloc médian comme ça, pour les fatiguer. Et il y a eu quelques contres où vraiment, non, c'était compliqué. C'est ça. Non, je suis d'accord. Je sais que dans la transition, ils peuvent être dérangés. Parce que si tu vois même contre le Real Madrid, il y a eu beaucoup de situations où dans la transition, Mbappé et Vinicius auraient pu les déranger. Mais ils ont peut-être mal joué le coup parce que voilà. Il y a une fois. Ouais, il était Vinicius qui faisait exactement la mauvaise façon. Mais tu vois qu'il y avait des situations en transition où ils pouvaient être dérangés. Parce qu'en fait, vu qu'ils ont, tu vois, Leo Skili qui vient à l'intérieur du jeu. Comme voilà. Et tu as Martinelli qui est très loin sur la ligne de touche. Et tu vois Rice qui prend beaucoup l'espace à l'intérieur tout le temps. Donc ce côté-là, il est libre quelque part. Et tu as juste le côté de Timber qui est un peu fermé. Mais quand Timber se trouve dans une phase de jeu où il accompagne Saka, bah, tu vois facilement que les 3 milieux sont un peu mis en danger. Donc c'est peut-être, moi, je parle en tant que Parisien, c'est les phases où je vois où Arsenal peut être mis à mal. Et puis il y a autre chose, c'est qu'il y a Partey qui joue pas. Ouais, c'est vrai. Il a pris la rouge. Je partais dans le contre-pressing. Je sais pas qui va jouer à sa place. Si c'est Jorginho, en termes de vitesse, en termes de puissance, bah, c'est pas. Ouais, le carton jaune qu'il a pris, le carton jaune bête qu'il a pris contre le Real au match retour, c'est vrai. Exact. Et du coup, après ce match-là, on a le Barça contre Inter. Et là, je pense que c'est l'un des matchs les plus faciles à analyser, vu que c'est une opposition de style. Parce que Paris Saint-Germain contre Arsenal, tu te dis, OK, c'est deux équipes où tu as des ailiers qui vont descendre très bas pour défendre. Ça va être un match miroir. Exceptionnel. Après, on a oublié de dire un petit truc avant d'aller sur Inter, c'est les phases de jeu arrêtées. Je pense que c'est le plus gros point faible de Paris Saint-Germain et c'est la plus grande force de Arsenal. Au match de poule, on a pris un but comme ça et on a eu beaucoup de situations dangereuses comme ça. Donc, moi, je pense qu'Arsenal, ils ont 3 corners ou 4 corners dans le match, ils en marqueront. C'est sûr, forcément. Ça, c'est un but grave. Et maintenant, avec des deux coups francs contre Real. Maintenant, ce sera une menace qu'il le veut ou pas. Même s'il n'y a pas de chance de mettre un but, les gens vont se dire, on ne sait jamais. C'est ça. Il va faire stresser toute une équipe dans le jeu. Ouais, et à côté PSG, vous avez pas beaucoup de taille, hein, Non seulement on n'a pas de taille dans les phases de jeu, 2, on n'a pas un gardien qui est serein sur les phases de jeu arrêtant. Ouais, il fait des sorties. C'est pour ça que je dis que c'est le plus gros point faible de Paris. Donc ça c'est sûr. Du coup, comme tu l'as dit, hein, ce sera un match miroir entre deux équipes qui n'ont pas des formations similaires, mais surtout des animations assez similaires dans les efforts par rapport aux ailiers, dans l'animation au milieu de terrain. Mais tu as de l'autre côté un Barça-Inter où ça c'est vraiment opposition de style. Là, on va partir vers un match, mais ça va nous rappeler des souvenirs de Mourinho, Pep Guardiola. C'est vrai. Mais très sérieusement, le Barça avait joué aussi cet Inter-là, je pense, vers 2021, vers 2022. C'était peut-être la deuxième saison d'Inzaghi, je pense. Oui, c'est vrai. Il y avait Pedri, il y avait encore Lewandowski. Et malheureusement, cette fois-ci, on annonce déjà des blessures côté Barça. C'est ça. Lewandowski qui a pris 3 semaines. Ah ouais, apparemment, 3 semaines confirmées. On est en train de dire... Et Balde, l'absence de Balde aussi. Balde qui s'est entraîné apparemment aujourd'hui. Peut-être qu'il sera là pour le Real. Et s'il est trop juste, il sera là pour l'Inter. Ah donc, le retour de Balde, c'est un très très gros changement. Ouais. Pour moi, l'absence de Balde est plus grave que celle de Lewandowski. Je suis d'accord. C'est mon avis. Non, mais je suis d'accord. L'absence de Balde est beaucoup plus grave parce que le jeu du Barça, il consiste en un jeu où c'est un équilibre des charges. C'est-à-dire, à droite, tu as l'ailier joueur, dribbleur, qui construit le jeu. À gauche, tu as l'ailier intérieur,
qui vient plus pour la finition. Et, tout ça, ouais. et maintenant, l'ailier à droite qui fait le jeu est compensé par un latéral très solide, qui est Koundé. Alors que l'ailier à gauche qui fait l'intérieur est compensé par un latéral très ouvert et qui va jouer les 1 contre 1, qui est capable d'éliminer et qui est capable de centrer. Et ben, quand tu avais Gérard Martin, le côté gauche du Barça était tout simplement tétanisé. On va dire, comment dire, quand on te fait la petite piqûre là, où tu peux plus bouger là, anesthésie. Et donc, du coup, Baldé qui revient, apporte toujours cet équilibre de charge dans le jeu du Barça. Par contre, Lewandowski qui s'absente, le Barça est capable d'offrir différentes alternatives. Et puis, contrairement à ce que les gens pensent, l'Inter, c'est pas cette équipe qui fait bloc bas. Ils sont 200 dans leur surface. Non, l'Inter, c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui aime avoir le ballon. C'est une équipe qui aime construire le jeu. Et donc, c'est une équipe qui laisse de l'espace pour quoi. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas une équipe de bloc bas. Non, avec Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, c'est une équipe qui sait jouer, ça joue. Et puis aussi, il y a un jeu de changement de position qui se fait parfois, les défenseurs centraux qui chargent le poste avec les milieux de terrain, etc. C'est pas une équipe comme on le pense. Et donc, du coup, c'est une équipe où un attaquant comme Ferran Torres ne serait pas une aberration. Maintenant, là où Ferran Torres va avoir le bas qui blesse, c'est qu'il n'est pas aussi clinique que Lewandowski. Pas du tout. Ça va en faire 5, il va rater 4. Il va rater 4, il va en mettre 1. Peut-être que le deuxième qu'il a raté parmi les 5 là, c'est ça là qui a fait perdre le match 2-1. Et Inter, on sait que l'autre côté, ça marque. C'est très clinique. Ça marque les très clinique avec Marcus Thuram. Bon, il était blessé, il n'a pas pu jouer contre Bologna hier. Je pense qu'il va peut-être revenir d'ici là. Et il y a aussi Dumfries qui était blessé depuis. Si tu regardes, c'est Darmian qui joue. Darmian, oui. Après, Darmian fait de très, très belles prestations récemment. Après, je ne sais pas si ça va. Mais Dumfries, c'est un niveau. Oh, quand même. Dumfries, c'est référence. Moi, Dumfries, s'il y a Gérard Martin devant lui, j'abandonne. Je me dis, ça complique. Il y a un face-à-face qu'il va falloir observer. C'est le face-à-face Di Marco contre, comment il s'appelle encore, Yamal. Parce que Di Marco, défensivement, c'est pas ça. Mais Di Marco, offensivement, c'est énorme. Et donc, je ne sais pas qui va faire défendre l'autre. C'est une grosse question. Hein? Ouais, c'est une grosse question. Après, il y a un dernier point sur Inter. Alors, je sais pas si vous le savez, vous, en tant que Barcelonais. L'Inter de Milan est plus dangereux sur les corners qu'Arsenal, à mon avis. Bon, moi, j'ai regardé le match retour contre le Bayern. Ils ont mis 2 buts. Ah oui, 2 buts. Là, Martinez, juste sur ce match. Après Pavard, juste sur ce match. Imagine, quand on te dit sur corner, Martinez marque, tu te dis, mais quel Martinez? Exactement. Le Lautaro qui marque sur le corner, et c'était en 2 temps, je pense. Et même au début, ça avait touché sa main. Ça t'a son buste un peu, et puis ça revient sur Kimmich et lui, il renvoie. Mais ils sont extrêmement forts, et puis ils ont de la taille. Parce qu'avec Acerbi, Bastoni et alors défenseur central, là, Bissek. C'est Bissek. Je pense qu'il a joué hier en deuxième. Il y a de la taille. Et puis Thuram aussi. Thuram, il fait 1m90. Ouais, c'est vrai. Hein. Thuram, c'est pas un petit mec. Et Dumfries aussi, il est très grand comme distance. Et puis aussi, l'autre force, c'est même pas seulement les gens dans la surface, mais ce sont les tireurs. Parce qu'entre Di Marco et Çalhanoğlu, la qualité de frappe pour moi, c'est largement au-dessus de celle de Reich. Je suis d'accord. Donc, eux, les corners, c'est pas juste on met dans le tas, on vise une zone, on vise même parfois un joueur. Et aussi, eux, en plus de ça, ils ont les coups francs. Non, mais ça me rappelle. Di Marco met des coups francs, l'autre, il met des coups francs également, Çalhanoğlu. Non, mais ça me rappelle le Barça Inter de 2021-2022. C'était, je pense, Mkhitaryan qui, sur un tir de loin, trompe facilement Ter Stegen, quoi. Voilà, donc, en tir de loin, en fait, eux, ils vont faire un bloc bas. En contre, ils vont te faire mal en transition avec Lautaro et surtout, tu as vu Marcus Thuram, par exemple, le match aller contre Bayern. Boy, regarde comment il te dévie la balle pour Lautaro à l'intérieur du but. C'est ça. Donc, c'est des phases de jeu où tu sais que le Barça aura pas mal de difficultés, surtout quand on voit comment le Barça joue face à ces équipes. Regarde, Sorloth, Atlético Barça, Sorloth, ce qu'il nous fait tout le temps, Marcus Thuram peut nous le faire facilement. C'est vrai. Facilement. Et tu as derrière un Alvarez qui va être présenté peut-être ici facilement par Lautaro. Ouais. Donc, très sérieusement, on va se fatiguer. Et tu sais, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que actuellement, quoi qu'on puisse dire, le Barça n'est pas au meilleur forme, au fait. Parce que depuis le début de la saison, on a vu le meilleur du Barça pour moi, c'était la période où on a affronté le Bayern et le Real. C'est ça. Tu vois, là, physiquement, ouais. C'est vrai, on a dit en début de saison. On était là. Et par contre, c'est vrai que Barça a enchaîné beaucoup de matchs ces temps-ci. Sur une je pense qu'en 19 jours, un mois, 2 mois, ils ont dû faire 6 ou 7 matchs. Ouais, c'est trop. Donc physiquement, je sais que ça peut être compliqué. Et franchement, je sais pas ce que le coach va faire avec Pedri. Mais si Pedri ne joue pas les matchs là,
c'est sûr que le Barça est éliminé. Non, c'est clair. D'office. Or, entre les deux matchs, il y a un classico et un classico. Maintenant, est-ce qu'il va faire le choix sur le classico? Faire le classico. Sauf qu'un des classicos donne un titre, l'autre des classicos est super important pour un deuxième titre, et ensuite il y a la demi-finale de Ligue des Champions. On fait un classico samedi, on fait le match contre l'Inter le mercredi. Le mercredi, c'est ça? Tu vois, après, on fait un autre classico le week-end après. Donc, du coup, moi, je pense que Pedri va devoir beaucoup tourner avec Gavi. C'est pas le même apport, malheureusement. Et vous l'avez vu, hein, contre Dortmund au match retour. On démarre le match sans Pedri et on l'a direct senti. On l'a senti. Pedri, il est venu vers la 60e, mais pendant quoi, 15-20 minutes, Dortmund, il cherchait la balle. Tu vois, c'était un peu plus compliqué. Et surtout, ce dont on parle pas, quand on parle côté taille, par exemple, Inter et tout, moi, je pense que Araujo, il défend bien. Quand c'est les coups de pied arrêtés, c'est l'un des meilleurs. Oui, il est bon, oui. Tu vois, côté vitesse, il est pas mal. De la tête aussi, il est top, il est pas mal. Mais Araujo, c'est quelqu'un qui n'est pas bon à la relance. Ouais. Et aussi pour la ligne, non? On l'a vécu avec Araujo, Gérard Martin, c'est les deux joueurs défensivement qui causent le plus de problèmes quand il s'agit de la ligne. Par contre, il va falloir faire, pour moi, tu vas chercher cette phase de jeu dans le match, hein. Mais l'Inter, ils sont capables toujours de jouer une profondeur en 3 temps. C'est-à-dire, eux, c'est pas je récupère la balle, je cherche la profondeur. Non. Eux, c'est je récupère la balle, je trouve l'attaquant en pivot, qui trouve un des milieux de terrain, et c'est les pistons qui lancent. Et avec la ligne de haut du Barça, il va falloir faire attention à ces deux-là qui vont prendre le tour. Bah ouais, j'en parlais la dernière fois, quand on a pris ce de notre ami Iglesias. Ouais. Tu vois, vous avez pris les buts là. C'est les buts en 3 temps. On a vécu la même chose contre le Bayern. Ouais. On a vécu la même chose contre Borja Iglesias. Tout le temps, c'est des ailiers qui sont très rapides. Tu vois, du coup, Borja, lui, il se met hors jeu, il se met hors jeu tranquille. Sayern avait fait la même chose. C'est ça. Et quand tu as des ailiers qui sont rapides comme les ailiers du Bayern, facilement tu pièges la ligne, quoi. Exactement. Tu pièges la ligne qui va te piéger facilement. Il va falloir faire attention à ça. Donc ça, c'est la grosse difficulté peut-être côté Barça. Après, maintenant le truc, le côté Barça, moi, ce que je vois comme force, je sais pas si l'Inter est prêt à mettre beaucoup de buts. Parce que le Barça, lui, qu'il soit instable défensivement, qu'il soit pas bon offensivement, le Barça sait mettre des buts. Ouais. Et si c'est un match ouvert où c'est le jeu de celui qui marque le plus de buts, c'est l'Inter qui va se faire éliminer. Ouais. Ça, on est d'accord. Voilà. C'est parce que le Barça, lui, il a les ressources pour mettre des buts. C'est tout le monde qui met des buts chez eux. Voilà. Après, l'Inter, eux, ils savent mettre beaucoup de buts, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils savent en mettre à la même fréquence que le Barça en met? Le Barça, même quand il perd en mettant des buts. Voilà. Donc peut-être c'est là où, voilà. Après, moi, je sais pas, c'est quoi ton pronostic, toi, pour les deux demi? Et quelle est la finale que tu vois? Moi, personnellement, je vois Paris-Bar Arsenal. Ah ouais? Parce que moi, comme je t'ai dit, hein, quand les joueurs, les supporters du Real, et surtout Ancelotti qui était sorti après le match contre Manchester City pour dire notre saison comme de peine. Et c'est là que les supporters ont utilisé ça pour dire oui, hein, on vient de commencer notre saison. Et pour moi, c'était pas méchant. Le Real venait juste de battre City. City qui ne l'a pas battu, qui ne l'a pas remonté au score cette année. Tu as Brentford qui l'a fait. Arsenal, ils les ont mis quoi? 4-5, je sais pas. 4 ou 5. Ouais, donc il y a beaucoup d'équipes qui les avaient battus. Et pour moi, pour Arsenal, je vais dire la même chose. Ce Real-là, c'est de justesse qu'ils sont passés contre Atlético. Ouais. Ce Real-là, on les a vus cette saison contre Milan, contre le Barça 2 fois. On les a vus contre Lille, Liverpool, c'était catastrophique. On savait que ce Real-là, à un moment donné, face à une équipe joueuse qui va beaucoup presser, le Real manquera de solution. Et c'est ce qu'on a vu. Et pour moi, Arsenal, ils ont battu ce Real-là, mais c'est toujours pas pour moi un favori pour remporter cette LDC. Je pense qu'ils vont vraiment échouer contre le Paris Saint-Germain. Je vois à l'aller un score entre 2-1 et 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Ah ouais. Ce que je vois. Au retour, bon, les matchs aller et les matchs retour en phase finale, c'est toujours des matchs différents. C'est toujours des matchs très différents. Au retour, maintenant, je pourrais pas pronostiquer, mais à l'aller, je vois un match où le Paris Saint-Germain va tout donner. Pour le Barça-Inter, je suis supporter du Barça, mais j'ai peur de l'Inter. J'ai confiance en mon attaque. Je sais que, comme tu l'as dit, si c'est un jeu de qui marque le plus passe, je passe. Mais l'Inter, ils ont la malice de la défense. Tu vois, que moi, malheureusement, même si j'ai un vieux de 37 ans qui joue avec son fils de 18 ans, j'ai pas encore ça. Tu vois, ça va prendre peut-être un peu de temps pour le faire. Mais tout est pour moi dans comment on va gérer le milieu. Tu vois, le milieu, si on arrive à le contrôler, ce qui sera pas facile. Parce que on l'a vu, hein, notre dernier match avant-hier, très sérieusement, De Jong, il a un peu galéré. De Jong, quand il fallait faire les replis, quand il fallait gérer pas mal, il a pas mal galéré. Et quand tu as la malice du milieu adverse, là, les Mkhitaryan, déjà, le trio là au milieu,
Bon, c'est l'entonnoir, quoi. Là, non, tu te perds, quoi. Techniquement, c'est quelque chose. Et très sérieusement, je vois à l'aller, on score de 1-0 pour l'Inter. Ok. Pour les matchs aller, quoi. Pour les matchs retour, je n'ose pas pronostiquer pour le moment parce que pour moi, les matchs retour en phase finale, c'est tout le temps différent du match aller. Il faut attendre la fin du match aller pour voir. C'est vrai que la physionomie du match retour va être fortement dépendante du match aller. Parce que par exemple, c'est vrai que montre-moi si Paris n'avait pas gagné Aston Villa 3-1 à l'aller, qu'ils avaient mené 2-0 au bout de 20 minutes, ils n'auraient pas perdu le match retour. Et dans le Paris aurait gagné juste 1-0, aurait fait 1-1 à l'aller, ils auraient battu Aston Villa. Ils auraient tout donné. Parce que, voilà, donc c'est vrai que oui, le score du match retour peut être... Moi, franchement, pour PSG Arsenal, contrairement à ce que les gens pensent, je vois un match super chiant, un match super fermé où les gens se regardent les yeux dans les yeux, mais rien ne se passe. Et j'ai l'impression que nous, on va marquer sur un truc stupide ou sur un exploit individuel. Comme le but de Barcola contre City. Voilà, un truc inattendu. Le but, c'est juste un petit 1-0 pour nous. Par contre, pour Inter-Barça, moi, je vois un match où Inter marque en premier, ou même que l'Inter mène 2-0, et je vois le Barça revenir 2-2. Possible. Ça va. Est-ce que je vois? C'est un scénario classique du Barça. Ça va. Ça me rappelle un match. Quel match encore? Je pense Parme-Inter. La dernière fois, Inter avait mis 2-0, Parme est revenu 2-2. Je pense qu'ils ont fait match nul. Ouais, possible, hein, c'est possible. En plus, ça va coller avec le style des deux équipes. On peut se faire avoir parce que notre ligue hors jeu, chaque match, C'est ça. tu as 1-2 buts qu'on va refuser facilement. Donc, facilement, tu te fais avoir, tu te places pas bien. Tu prends 1-2 buts de Lautaro ou bien de Marcus Thuram et après, tu reviens dans le match parce que tu vas attaquer à Tu vas attaquer à outrance parce que le match est à Montjuic, donc voilà. Ouais, c'est un bon pronostic. Moi, Non, mais on va se revoir d'ici là pour parler football, les amis. On va se retrouver après les matchs aller pour en parler. Et peut-être même qu'on va faire des lives sur TikTok en plein match, peut-être du Barça, parce que le Paris Saint-Germain, ça va être compliqué pour quelqu'un d'autre ici. Ouais, moi, c'est pas possible. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. C'était un plaisir. Ciao, ciao.